bonsoir à chacun. Bonsoir Christophe, Monsieur le Président, vraiment bonsoir et merci. Dominique et Sébastien également. Voilà, c'est vous et c'est grâce à vous Christophe que nous sommes là. Et effectivement, la conférence s'appelle Un autre regard. Alors, que se passe-t-il? Je vais effectivement raconter cette histoire avec la poésie de l'artiste qui a peut-être, comme disaient les Grecs, les Grégorios, la capacité d'éveil. Donc ça n'est que pragmatique, mais c'est étonnant. Nous avons 4 millions de posts publiés sur Facebook chaque minute. Nous avons 300 millions de tweets postés chaque jour. Donc j'ai écrit 10 livres, et le 10e, je voulais l'appeler La Révolution digitale. Mon éditeur n'a pas voulu, c'est rare que je cède, je le regrette, parce que je pense que c'est une révolution. Évidemment, vous regarderez les tableaux tout à l'heure, je les fais la nuit, et je collecte chaque année depuis 10 ans les 1000 mots qui vont marquer l'époque, parce que le langage, il est raison et il est émotion. Et dans les tableaux que vous verrez tout à l'heure, effectivement, il y a un récit, ce fameux storytelling dont on nous parle tant. Là, j'ai juste osé, avant votre question, Christophe, vous me pardonnerez, mettre une ambiance avec ces mots nouveaux. Imaginez Victor Hugo ce soir ici. Qu'est-ce qu'il comprendrait? Qu'est-ce qui s'est passé? 80 000 mots dans le dictionnaire, depuis 5 ans, 300 000 mots nouveaux. Deep Tech, Machine Learning, Data Telling, Empowerment. Il semblerait que vos consommateurs, vos clients de l'assurance vont être autonomes. Et qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est exactement cette aventure. Il y a Florence Carras qui est là dans la salle avec laquelle j'ai fait des travaux merveilleux. Elle pourra parler tout à l'heure. C'est effectivement cette aventure qui nous intéresse, nous, personnes du langage de l'entreprise, sur le terrain, dans le digital, dans la marque, dans la communication, dans la relation client. On est du côté du perçu. Donc je ne vais pas relever le capot de la Ferrari, je vais vous raconter quel effet ça fait de rouler dans la Ferrari. Alors, allons droit sur votre question. Il y a dans cette histoire 4 parties. Qu'est devenu le langage digital? Est-ce qu'on arrive à un début de modélisation du langage? Et si tel est le cas, est-ce que c'est heureux? Que se passe-t-il avec l'intelligence artificielle? Et je suis d'accord avec notre grand directeur de laboratoire et notre chercheur, notre écrivain de ce soir, oui mais. Donc il y a une très belle aventure, mais il faut raison garder. Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant. Par exemple, ce tableau date de 2009 pour les communicants avertis qui sont dans la salle. Sébastien. C'est la dernière fois qu'on va voir beaucoup le mot corporate. Nos métiers à nous, et vous êtes concernés, vous, tous les experts de l'assurance par nos métiers, parce que c'est grâce à nos métiers que vous vendez, que vous touchez ces fameux consommateurs et clients, on veut disparaître le mot corporate et beaucoup de mots nouveaux parce qu'on ne pouvait pas être qu'une identité, on ne pouvait pas être qu'une institution. Alors le langage d'une révolution, oui. Désormais, on ne peut pas être une identité, on ne peut pas être en autorité, on ne peut pas être qu'un sachant, parce qu'il faut partir du besoin du client. Parce qu'il faut, vous entendez ça toute la journée, créer du contenu. Parce qu'il faut personnaliser la relation. Et si même l'hyper-personnalisation n'est pas encore née, on parle à chaque client. On ne parle plus à tout le monde. Donc ça veut dire que, vous l'entendez tous, il faut fonder une relation d'égal à égal. Vous êtes en train de vous demander, dans les métiers que vous faites, qui sont par essence dématérialisés, comment vous allez pouvoir être pédagogue tout en étant clair, puis précis et touché. Il y a un enjeu de langage jamais vu. Vous devez en plus engager et favoriser une conversation. Qui plus est, vous le savez tous, tout ce que je vous dis là, vous le savez, mais je vous le raconte comme si je faisais un collier de perles avec tous ces propos. Vous savez très bien qu'il faut faire vivre une expérience. On est dans le ressenti du client. On écoute sur toutes les antennes de France toute la journée le client, son ressenti, le citoyen, son ressenti, les hommes politiques, ils sont perdus. Animer l'écriture, lui donner du style, lui donner du relief, être dans le rythme, être dans l'efficacité. Nous voyons arriver, c'est ce dont je parle dans ce 10e et dernier livre, une écriture augmentée. Une écriture augmentée parce qu'elle est son texte et image. Et bien sûr que je vais arriver vers les datas, parce que tout ça, effectivement, vous l'avez dit, converge. Que se passe-t-il si on prend le contenu? Voilà de belles images. Eh bien, ça veut dire que maintenant, dans le contenu, vous n'avez pas n'importe quel contenu. Vous avez du contenu de marque,
on dit brand content, et vous avez du customer content, parce que il y a une forme de jurisprudence de l'opinion sur l'écosystème du web, et que le consommateur et le client est un être autonome. On vient de dire qu'il était empowered et qu'il s'exprime. Donc, vous avez du contenu serviciel. Vous pouvez regarder peut-être une marque comme la Maïf, vous pourrez regarder la MAF. Vous avez beaucoup de contenu de marque. Vous avez du ludique. Toute la journée, on vous fait jouer. Même si vous prenez des billets de train sur Ouigo, on veut être incitatif et créer de la conversation. On va mêler aux propos sérieux de l'entreprise du jeu. Ça pose beaucoup de questions sur le langage. On va, si vous êtes allé à Vivatech, faire en sorte, quand on est dans la cosmétique, de vous faire vivre des expériences. Vous avez des tutoriels qui, toute la journée, sont pédagogiques et vous coachent et vous apprennent à vous maquiller. C'est une révolution de l'expression pour le domaine de l'entreprise. Qui plus est, l'écriture est créative. Mais au fond, j'espère qu'il n'y a pas de publicitaire dans la salle, ça a presque l'air démodé d'être créatif. On l'était déjà, on doit l'être encore, on va le devenir beaucoup plus. On voit bien les étudiants avec lesquels on travaille trouvent actuellement que finalement, l'écriture digitale et numérique est à son adolescence. Mais je pense un peu comme eux. Alors qu'a-t-on fait avec certains membres de l'équipe qui sont dans la salle? Je disais, c'est empirique et c'est pragmatique. On s'est dit, finalement, vous entendez tous le mot écosystème. Comment on pourrait, quand on est linguiste, dessiner ce qui se passe dans cet écosystème continu et vivant de l'expression de l'entreprise? Et nous arrivons dans une entreprise, nous avons lancé des diagnostics et nous essayons de dessiner cet écosystème d'expression qui est le perçu du client. Et vous voyez qu'il est au milieu, vous voyez qu'il est en conversation, vous voyez qu'il doit être dans le serviciel, qu'il passe dans le pédagogique, qu'il est dans le créatif, qu'il a des contenus ludiques, il est abasourdi. Cognitivement, comment peut-il s'emparer de toutes ces informations? Là, on est chez Coca-Cola, ça ne vous échappera pas, qu'ils nous promettent du bonheur. Derrière le bonheur, il y a beaucoup de sucre et que vous avez évidemment dans tous ces contenus des informations sur la santé. C'est exactement le problème dont on parlait tout à l'heure. Il faut mutualiser. Ces informations sont mises ensemble. On n'a jamais autant communiqué et mis en commun toutes ces informations. Mais comment vous, entreprise, travaillez face à cela? La cohérence. Donc, qui êtes-vous et comment irriguer votre identité dans cette Babel Web? Comment travailler la cohérence de vos contenus et la complémentarité? À un moment où, justement, les data commencent à ranger un peu la tête des communicants et où l'hyper-personnalisation d'un consommateur exigeant fait face. C'est ça, tous les enjeux que nous rencontrons, nous. Moi, je ne peux modestement espérer que vous posez des bonnes questions ce soir. Nous n'avons pas, aucun de nous n'a vraiment toutes les réponses. Alors, si on va sur Maïf, par exemple, on parlait d'hyper-personnalisation, ce que les entreprises et les marques ont commencé de faire, et ça ne vous étonnera pas, je vais faire une anecdote. Quand on demande que fait notre bureau de style en langage, je réponds toujours, mais vous savez, pour le consommateur et le client, ce n'est pas que ce que vous dites qui compte, c'est le comment vous le dites. Et très souvent, votre client va vous dire, ah, mais ce n'est pas tant ce que vous m'avez dit que la manière que vous avez eu de le dire. Et on voit bien que dans le monde, surtout de la banque et de l'assurance, mais on travaille dans le luxe, on travaille dans d'autres secteurs, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je pourrais quand même m'adresser à des consommateurs plus précis? Parce qu'à information égale, argumentation égale, je ne vais pas disposer ou composer mes informations de la même manière. Et c'est pour ça qu'on commence à parler de récit, de storytelling, de contenu, parce qu'il faut créer de l'intelligence entre ces contenus. Et vous voyez bien que My First, c'est pour les jeunes, ça ne ressemblera pas aux familles, qui ne ressembleront pas à ce qu'on a appelé pudiquement, pour parler des seniors, Maïf Expérience. Donc les enjeux de langage sont à chaque, je dirais, virage de toute nouvelle offre. Si on va un tout petit peu plus vite, dans ce livre, je dis qu'est-ce qu'elle est cette écriture? J'ai un fils, un jour je lui dis de regarder un livre de littérature. Il m'a regardé et il m'a dit, mais enfin maman, la page ne bouge pas. Et là vous dites oui, il y a une différence générationnelle. Vous êtes à un moment où effectivement l'écriture elle est sociale, elle est collaborative. En plus il faut une écriture de la preuve. On vient de voir que l'on peut analyser, que l'on va tout de suite dans nos corpus nous regarder les thèmes et les arguments principaux dont vous avez parlé. Cette écriture, on parle de snacking content. Mon Dieu, comme c'est vilain. Mais on va du snacking content à la storytellisation. Et ça n'est pas si vilain que ça, parce que je dis toujours, si j'avais eu le temps, je voudrais créer un texte court. Donc c'est très difficile d'écrire court. Et cette écriture, elle est sloguée. Vous vous rendez compte qu'elle doit être personnalisée. Donc vous la ciblez. Vous écrivez en continu. Je me souviens, avant de privé, il nous a dit, mais on doit vraiment tweeter toute la nuit?
Je le crains. Vous voyez? Oui, vendre maintenant, effectivement, c'est un sacerdoce. Et évidemment, il faut que ça soit synchronisé. On a parlé d'ubiquité tout à l'heure, mais Marco Tinelli a écrit un livre qui s'appelle Le marketing synchronisé. Que veut-il dire? Il veut dire on travaille pour SNCF, on travaille pour Air France. Eh bien, vous avez là des consommateurs qui sont plus informés que les marques, qui elles-mêmes, quand il y a une situation de crise, de voyageurs en sait plus. Donc, en termes de temps, on est un peu tombé sur la tête. Il faut dire que peut faire une entreprise actuellement. L'écriture, on l'a très bien dit, elle est visuelle, elle est data visualisable, il y a beaucoup de pédagogie. Jamais on a aussi bien conceptualisé les chiffres pour effectivement les hiérarchiser et vous les coaguler en très peu de temps. Elle est plutôt immersive que créative. Vous allez dans un système de jeu comme Ubisoft, vous regardez Safran, ce sont même quand vous êtes dans des marques B2B, des mondes entiers dans lesquels vous rentrez, des univers virtuels que les marques et les entreprises, avec l'évolution du langage, sont en train de créer. Donc, vous êtes avec un président qui devrait beaucoup moins recevoir son agence de pub et qui devrait se dire « Mon Dieu, il faut que je regarde tous les jours ce qui se passe sur mes réseaux sociaux ». Ces révolutions culturelles, elles ne sont pas encore faites. Mais effectivement, tout ça est instantané, multidimensionnel, et cette Babel Web, eh bien, elle est un grand danger. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. On va parler maintenant, quand on voit la force de cette écriture qui est à son adolescence, regardez comme ça tourne, regardez les caractères dans tous les sens, et vous vous dites comment le consommateur peut-il s'y retrouver. Jamais la communication n'a dû être liée autant à la clarté et à la pédagogie. Alors que se passe-t-il? Dans la modélisation du langage, j'ai écrit ce concept qui avait frappé les esprits. J'avais dit, mais au fond, on est en train d'arriver au Language Quality Data. Le qualis, c'est quel est ce qui vous va. En aucun cas, à l'Institut, nous savons ce qui est de qualité. On vous dira quelles sont vos valeurs, quels sont vos traits de personnalité, quels sont vos principes d'action. Et en fonction de ces critères, on essaiera de colorier votre langue pour qu'elle soit personnalisée. Et le Language Quality Data sera l'art d'écrire et de parler à la hauteur des sophistications des données que vous collectez sur votre client. Ça veut dire que, on l'a très bien entendu, il y aura de la quantité, il y aura de la variété, il y aura du ciblage, et ça va être un des défis du data. Alors, on va effectivement dire quels sont les outils. Et on peut passer tout de suite sur les outils. Si tout est réfléchi et analysé, eh bien, c'est ce qui avait frappé Christophe. Nous nous sommes rencontrés comme ça, je crois que c'est au livre 6. Vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit, mais aux États-Unis, vous seriez riche. Évidemment, c'est une phrase qui frappe. Alors, j'ai dit, que voulez dire par là? Que voulez-vous dire? Il m'a dit, écoutez, Jeanne, cette idée de charte sémantique est une bonne idée. Moi, ça m'a paru une idée très simple. Il y avait des chartes graphiques. En 2003, je me grattais un peu le neurone et je me suis dit, mais pourquoi n'y aurait-il pas des chartes sémantiques? À un moment où l'écriture est devenue visuelle, vous ne pouvez pas vous dire que vous n'êtes pas marqué par le mode d'écriture que vous aurez vers vos consommateurs. Que cette signature sémantique ne va pas taguer les neurones des personnes auxquelles vous parlez. Donc je me suis dit, nous devons essayer, en puisant sur la culture interne de la marque, et en regardant le dialogue qu'elle crée avec son consommateur, d'essayer de créer un ordonnancement du langage. Et là, évidemment, les data et l'intelligence artificielle, dans toute la capacité de classement que cela possède, ça nous a beaucoup aidé. Et on s'est dit, cette charte, elle est la définition de la ligne éditoriale d'un groupe qui, dans un écosystème où le consommateur se promène comme il veut, eh bien, va fonder cette cohérence et cette signature. Et c'est ça qu'une charte sémantique aide à fonder. Une charte sémantique aide à fonder dans tous les lieux dispersés du tableau de l'expression de votre entreprise, le transmédia storytelling. Imaginez un tableau impressionniste où tous les services de votre entreprise écrivent autant qu'ils le veulent, comme ils le veulent, sans se consulter entre eux. Ça, c'est Babel. Et c'est ça qui s'est passé quand est arrivé le langage digital. La charte avait pour but de mettre en cohérence cette ligne éditoriale, et bien sûr, on a déshabillé la langue. Et bien sûr, on l'a scannée. Et nous allons y arriver. Alors, par exemple, ça va beaucoup plus loin, mais je vais passer très vite. Pour moi, j'ai fait une conférence au mois de mai, j'ai dit la plateforme de marque a explosé en vol. On ne peut plus, nous avons travaillé la modélisation du langage de Renault en 10 langues pour le monde entier. J'ai dit on ne peut plus avoir une langue qui va dépendre de 3 mots qui connotent le ton et la dimension sensible que vous voulez donner à votre langue. La charte sémantique va mettre en récit un discours beaucoup plus structuré à une époque où les entreprises et les marques sont entrées en conversation. Parce que le monde est entré en conversation. Parce que le 14 mai, en quelques instants, il y a quelques années, on a su que DSK
ne serait jamais président. Donc c'est un frisson mondial, immédiat de l'information, et les entreprises doivent être vigilantes. Qu'avons-nous fait? Je suis d'accord avec M. Marco Torquino. Nous avons dit, nous, il faudra pour l'instant mêler le quali et le quanti. Parce que je suis d'accord que le postulat logique sur lequel on se fonde va donner une capacité d'intelligence aux données utilisées. Et c'est vrai que nous veillons à regarder le quali comme le quanti. Donc vous pouvez faire dire n'importe quoi de tout à fait imbécile alors que ça a l'air très logique. Et si vous venez me prendre un petit champagne avec moi tout à l'heure, je vous raconterai des histoires drôles à ce sujet. Qu'est-ce qu'on a mis là avec Pauline? Pour aller très vite, c'est pour vous dire à quel point on déshabille la langue. On s'occupe beaucoup des verbes parce qu'un très grand linguiste qui s'appelle Georges Amar a dit le verbe est le roi de cœur de la phrase. On le sait très bien, dans la langue anglaise, les verbes sont très forts. On va passer très vite. C'est pour vous dire que pour nous, la charte, elle aide à décomposer les fonctions rationnelles et cognitives d'un discours. Et qu'une entreprise, elle est ce qu'elle revendique, what it wishes to be, elle est ce qui est transmis. Oui, vous voyez au moment où il y a du brand contenu, entendre parler de brand culture. Non, l'entreprise, le mieux dire vient de l'intérieur. Donc on ne peut pas être comme benchmark. Il faut absolument travailler sur le transmis, le perçu, le revendiqué, parce que la langue, c'est une énergie. Parce que ce sont ces dissonances qui font qu'elle prend cette énergie. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, je me bats depuis 15 ans, les entreprises et les marques parlent une langue morte, une langue qui ne va pas. Elle va convaincre, parce que vous avez tous des péchés d'expertise et d'intelligence. Mais est-ce que cette langue-là persuade? Quand on sait que le persuadé est sur le sensible, c'est moins sûr. Et ça n'est pas un hasard, les mots sont toujours là pour exorciser, que concomitamment, vous voyez apparaître tant le mot émotion. N'avez-vous pas remarqué? Il se passe quelque chose de très grave. Il y a un tremblement de terre, c'est beaucoup d'émotions. Il y a une femme française, on peut imaginer qu'elle Nobel, c'est beaucoup d'émotions. On n'a plus que ce mot à la bouche. Mais pourquoi? Parce que peut-être il y a un excès d'intelligence et d'expertise. Donc dans cette modélisation du langage, on va continuer, et on va, par exemple là on a travaillé sur Michelin, oui, on va très loin parce qu'on déshabille la langue quantitativement, qualitativement, parce que j'ai déposé des méthodes et parce qu'ensuite on va monter des écoles digitales internes qui vont aller jusqu'à l'application pour fonder le ton de l'entreprise afin que stratégiquement vous vendiez beaucoup mieux. Moi, c'était ma plus grande fierté quand sur Air France, ils ont dit ils sont tous revenus sur le site à des endroits où vous étiez intervenus. Mais qu'est-ce qu'on avait fait pour Air France? Je m'étais battue, j'avais dit écrivez de manière courtoise, extrêmement simple, soyez rassurants. Ça n'est pas vrai que le voyage est un plaisir, le voyage déroute, le voyage déplace. Donc je pense que les entreprises et les marques doivent connaître, comme pour Michelin, l'audace, l'engagement et la générosité. Qu'a-t-on fait quand on a retravaillé la langue Michelin? On a regardé tous les thèmes qui étaient abordés. On a classé la langue, on a fondé un grand ordonnancement dans ce labyrinthe. On est peut-être des petites Arianes, je ne sais pas. Mais il est clair qu'on travaille avec des linguistes. Et il est clair qu'après, le résultat, c'est que les langues de ces entreprises soient différentes, soient uniques. Chaque entreprise est unique. S'il y a bien un mot que je n'aime pas, c'est la différenciation. Donc, regardez, quand Michelin se dit qu'il est généreux, peut-être que ça vaut la peine que Michelin raconte dans son engagement les ingénieurs qui imaginent chaque jour le pneu. Vous comprenez pourquoi vous avez de plus en plus de récits. Vous comprenez pourquoi vous avez de plus en plus de témoignages. Jamais le territoire d'expression des entreprises et des marques ne s'est à ce point élargi. Alors, modélisation, oui, on a fait des séances d'écoute, on a fait 5 fois le tour de France pour SNCF, on a travaillé avec des ethnologues, ensuite on a travaillé avec des linguistes, on a analysé la langue, on a écouté le très grand Patrick Repère. Il nous a dit qu'il faut que ça soit bienveillant et il faut que ça soit simple. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un sillon, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est qu'un jockey, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une caténaire. Et effectivement, on a travaillé le fond et la forme. Ce qui crée un label sémantique qui va dans un Brand Web Center. Nous travaillons constamment sur des studios numériques et nous continuons à inoculer ces écoles de langage interne dans des universités internes. Voilà. Moi, j'ai été reliée, tout le monde le sait certainement, à un très grand philosophe qui est Alain Etchegoyen, qui était mon mari, et Alain avait écrit un livre merveilleux qui était « Les entreprises ont-elles une âme ?» Eh bien, franchement, je le crois. Et chez SNCF, c'était merveilleux de travailler la bienveillance, parce qu'on s'est occupé des data, et Patrick Repère est un de ceux qui aide le plus
toute la digitalisation des SNCF, mais il a compris, je crois qu'on sera d'accord avec Jean-François, qu'il fallait absolument actuellement marier l'intelligence, marier l'ordonnancement, marier la capacité d'utilisation qu'on a des données avec la force d'imagination qu'on a. Je vous conseille de lire un livre de Jean-Charles Bouet, qui est le patron de Roland Berger, qui vient d'écrire La chute de l'Empire humain. Il y a un moment où dans ce livre, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il a dit « Et maintenant, Google est allé chercher les poètes ». Et là, je me suis dit « Eh bien, ça, c'est grave ». Et vous comprendrez pourquoi. C'est-à-dire que si cette langue, et on va continuer peut-être, Pauline, sur toutes les modélisations, ça c'est des extraits des tableaux, dont Jean-François en a parlé mieux que moi, les chatbots, c'est très simple, ça repose sur des questions-réponses. Quand il y a des algorithmes, ça peut traiter des informations plus complexes. On va dire que pour les entreprises qui ont besoin d'ordonnancement du langage, qui ont besoin de composer en créant de la complémentarité, qui ont besoin d'exacerber pour se singulariser plutôt que se différencier, c'est important d'avoir des chatbots qui deviennent de plus en plus doués parce que vous pouvez informer, vous pouvez aiguiller, vous pouvez vendre, vous pouvez assister, vous pouvez animer, vous pouvez divertir. Nous avons fait une étude récente qui a été très remarquée en février dernier sur les chatbots. Ce que nous avons dit, et on peut continuer, c'est que ces chatbots et cette modélisation du langage, eh bien, elle donne des premières impressions. Vous avez un service rendu et vous avez une relation qui est créée. C'est parce qu'on a dissocié, on est presque parti d'Aristote pour arriver à Elon Musk, et on a dit, mais la langue, elle reste ce qu'elle a toujours été, raison et émotion. Voilà, donc il y a de la preuve, il y a effectivement une véritable information, mais après, il y aura une façon de le dire. Si on prend un chatbot sur lequel on a travaillé ce matin, je pense qu'on peut prendre celui de la Poste, Pauline, et passer. Oui, par exemple, où nous sommes utiles et où le mariage de big data, intelligence artificielle et le design en langage sur lequel, par exemple, les entreprises comme les nôtres vont travailler, c'est que la Poste avait écrit que si vous éditiez le timbre plusieurs fois, c'était une sanction. On retrouvait bien dans le langage vieilli du 19e siècle, très punitif de la Poste, grande administration qui avait cette condescendance que plus aucune grande entreprise et marque ne peut avoir. Mais la Poste le reconnaît, on travaille avec l'équipe digitale et on fait un travail formidable. Eh bien, on a tout simplement mis un timbre, même imprimé chez vous, c'est comme un ticket de métro, ça ne s'utilise qu'une fois. Qu'aura toujours la force de l'esprit humain, c'est conceptualiser des analogies qui rendent beaucoup plus éloquents des choses que vous avez à dire. On a travaillé beaucoup de sociétés d'assurance. Il était très clair qu'on pouvait rendre votre langage clair et que quand il avait besoin d'être précis, on exportait ce qui était précis, mais sous prétexte d'être précis, il n'était pas constamment pas clair parce que vous pouvez hiérarchiser des informations. Tout ce qu'est de l'ordonnancement de la langue, tout ce qu'apportent, je dirais, les data à mes yeux, c'est l'organisation très productive et créative d'une chaîne éditoriale transversale extrêmement saine dans les entreprises et dans les marques. Si on continue, non, peut-être on peut regarder ça. Ça, c'est très intéressant. À la fin de l'étude, vous pouvez regarder très vite, j'avais mis les plus et les moins. Vous savez, il y a des choses très drôles, c'est-à-dire que le chatbot, il est poli. Vous savez, il y a des choses très drôles, c'est qu'à 5 heures du soir, il n'est pas fatigué et il n'envoie pas claquer un client. Donc, quand les entreprises nous disent « Est-ce que j'ai intérêt à utiliser un chatbot ?» Je dis « il faut réfléchir. » Parce que franchement, ils ont progressé, surtout avec les algorithmes. Vous n'êtes plus dans des QCM à choix multiples avec une logique restreinte. Donc, quand vous voyez qu'il apporte de la clarté, qu'il est très pédagogue, qu'il va effectivement faire de la relation augmentée. Qu'est-ce que c'est la relation augmentée? Eh bien, on a étudié un chatbot, celui d'H&M. À un moment, on voulait acheter un cardigan et il nous a mis en lien avec un conseiller en style qui s'appelait Jacqueline et qui nous donnait beaucoup de conseils. Et vous voyez bien que vous pouvez faire ces connexions qui font qu'il est mieux formé que votre vendeuse qui n'aurait peut-être pas donné les bons conseils. Parce que par la personnalisation permise par les data, le chatbot, il savait très bien votre goût. Et si vous êtes sur Deezer, vous voyez bien qu'en Deezer, vous choisissez très vite des musiques qui vous plaisent. Donc, je suis sûre qu'on va aller beaucoup plus loin, mais ce que je sais, c'est qu'on peut déjà faire beaucoup de choses et que les entreprises ont intérêt de se dire il faut réfléchir tout cela. Donc, évidemment, on a pu faire dérailler le chatbot. À un moment sur Blablacar, quand on a parlé des places, eh bien, il a confondu la place à Lille où on devait se retrouver avec le nombre de places dans la voiture. Parce qu'évidemment, le langage, il est polysémique et un mot peut avoir jusqu'à 50 sens. Mais on voit bien qu'actuellement, c'est la convergence du langage digital qui est en train de progresser, avec la capacité que va donner les data, leur mode de classement et d'ordonnancement de la pensée, plus effectivement cette capacité de l'intelligence artificielle, oui, je crois qu'on peut se poser beaucoup de questions sur le langage.
Hein, on n'est pas avec Winston Smith, on n'est pas avec Orwell et 1984, mais il se passe des choses qu'il faut quand même observer. Alors, si on continue, et effectivement, Pauline, le Geek Power, donc l'intelligence artificielle, je vais aller vite parce qu'on a vu ça mieux que je ne le fais là, mais qu'est-ce que fait l'IA? Elle reconnaît le sens d'un mot, elle analyse un signal acoustique, elle décode la phonétique, elle identifie les mots de sa bibliothèque mentale. Vous avez le deep learning et vous avez ce machine learning. Elle trouve les sens, elle reconnaît les spécificités grammaticales. Je vais vous montrer un texte qui va vous surprendre. Le texte est complètement écrit par une machine, vous ne pouvez pas le savoir. Et il est beaucoup mieux que votre rédacteur fatigué à 16h30. Donc, oui, il va falloir commencer à utiliser tous ces outils. Et bien sûr, c'est une composition de la qualité de l'esprit humain et de ses modélisations possibles. Continuons. Là, on a mieux vu cela tout à l'heure, on peut passer. Qu'est-ce que vous avez vu aussi? Pour nous, personnes de la communication, nous étions caricaturés parce que comme on était une science molle, il se pouvait que ça ne soit point sérieux. Et ce n'est pas parce qu'on était une science molle qu'on n'était pas en capacité d'avoir des méthodes. Mais ça, c'est des clichés qui régnaient. Eh bien, quand vous voyez que grâce à l'accumulation des connaissances, la puissance de calcul, la grande mémoire, parce que je n'ai pas encore vu d'ordinateur avoir Alzheimer, quand vous voyez ces convergences, ces corrélations, que vous voyez que vous pouvez cibler, approfondir, relier, vous sentez que vous avez quand même une capacité de déduction qui est impressionnante et qui peut servir. Qui commence à s'en servir en termes de langage? Les avocats, par exemple. Sur beaucoup de clauses techniques de contrats dans le juridique, ils ont 3 niveaux de complexité qu'ils peuvent apercevoir et ils criblent beaucoup moins de piles de papier. Donc il y a une utilisation dans le langage immédiat qui est assez phénoménale. Ensuite, évidemment, la logique avec laquelle le programme est fondé est déterminant. Nous, constamment, nous faisons de la veille et il y a des programmes avec lesquels on ne travaillera jamais. Mais quand vous voyez que pour le marketing, vous êtes en train de faire de la veille et de l'anticipation, que vous avez des analyses prédictives, si elles sont intelligemment conçues, qui vous apportent vraiment des données, que vous êtes dans le journalisme de premier niveau, vous avez de la génération de contenu. Et du contenu qui est très fiable. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Vous avez du gain de temps, vous avez du ciblage, vous avez des débuts d'analyse comportementale, vous avez une adéquation entre l'offre et la demande. Vous vous dites que si vous travaillez très bien avec votre social room, avec votre content factory, parce qu'on vous a mis quelques articles à la fin que j'ai écrits là-dessus pour la Harvard Business Review, où vous verrez qu'il est en train de se passer quelque chose qui organise le langage et la communication et qui va donner une puissance de frappe jamais vue. Donc, effectivement, le chatbot est un enfant dans tout cela, personnalisé qu'il faut observer, parce qu'il n'est pas à la mode actuellement par hasard, il remplit ses fonctions répétitives fatigantes qu'on ne peut plus confier à personne. Il est clair qu'on peut faire dérailler un chatbot. De contrôle qualité, qu'avons-nous construit, nous, à l'Institut, un baromètre de mesure de la qualité du langage digital. Et vous pouvez créer des outils d'évaluation. Alors, bon, là, on peut passer. Par exemple, c'est l'avocat, et c'est Kim, cet avocat virtuel, qui travaille sur 3 niveaux de complexité. Qu'est-ce qu'il fait? Si même il ne s'occupe que des clauses techniques des contrats, c'est une très grande aide, parce que ça fait de la pertinence et de la rapidité. Quand on voit, puisqu'on travaille nous beaucoup dans le monde de l'assurance sur les conditions générales, sur la longueur de vos contrats, on se dit, même quand on les passe nous dans nos outils quali, qu'il y a des effets de répétition, des reprises d'informations, une manière que vous avez parfois de resserrer pour fermer, eh bien vous pourriez aérer beaucoup plus, hiérarchiser et travailler vraiment avec tous ces outils. Donc voilà, nous avons beaucoup de partenaires et entre autres Iseop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous regardez, vous allez trouver dans le slide qui suit une synthèse de visite qui a été écrite en un excellent français directement par l'ordinateur. Parce que c'est très bien organisé, que s'est-il passé pendant la visite? Et la saisie sur la tablette des données par le visiteur donne le compte-rendu de visite que vous pouvez voir là, et il n'y a pas la moindre intervention humaine dans le transfert total du texte écrit. Donc vous commencez à vous dire, oui, il faut s'y intéresser. Complétude des informations saisies, gain de temps, meilleure qualité des comptes rendus. Et effectivement, on me voit m'énerver à l'Institut quand une information est oubliée. Là, il n'y aura pas d'information oubliée. Et service additionnel proposé au client avec un email personnalisé qui récapitule la visite et une lettre qui est immédiatement envoyée. Vous savez qu'ils font la même chose pour un distributeur automobile européen et qu'en plus, en analysant les informations, ils trouvent même qu'il ne choisit pas la voiture qu'il lui faut et il voit des voitures qu'il pourrait lui conseiller. Donc ils font la lettre, ils font une note à côté
et ils réécrivent que 8 jours plus tard, parce qu'on ne pourrait pas croire que c'est fait en 8 ou 9 minutes, même pas. Donc on voit bien que ça réfléchit, et ça fait réfléchir à quelles sont mes valeurs, quelle ligne éditoriale je veux, quel ordonnancement je donne à mon discours, sur quel type de contenu je veux jouer. Vous voyez, oui, cette jurisprudence de l'écoute du client avec le customer content, que doit-on en faire? Il y a toute une organisation stratégique nouvelle, puissante, transversale, du langage qui est en train de s'installer dans le monde de la communication. Alors là, c'est tout à fait critiquable si on le veut, mais je vous ai dit tout à l'heure, je suis fascinée par le rationnel et le sensible. Je suis fascinée par le convaincre et persuader. Convaincre n'est pas persuader. Parfois, vous êtes persuadé, vous n'êtes pas convaincu. Eh bien, on avait travaillé pour le groupe La Poste, et le groupe La Poste recevait des lettres de réclamation en feuilleton. Parce que sur les problèmes des frais bancaires, il répondait très bien. Donc sur le quoi, sur l'argumentation, sur la qualité d'hierarchisation du discours, ils étaient excellents. Simplement, ils n'avaient pas compris que dans le mode sensible, on ne parle pas à certains types de populations de la même manière. Donc on a réussi ce programme au moment où la Banque postale se montait, de trouver des façons de répondre qui répondent à la dimension sensible des publics. Celui qui est clair en haut, il faut lui répondre clairement. Celui qui est précis et qui met l'information principale à page 8, il faut apprendre à le lire, parce qu'il faut écrire mieux que lui pour que de précis, il devienne clair. Celui, effectivement, qui, dès qu'il y a un accident de voiture, vous avez vu, cet accident montre le mélange mortel que constitue une conduite en état d'ivresse. On est dans un accident. Vous voyez ce que c'est le langage. Vous voyez la dimension du « j'ai ». Une relation à l'autre, je transfère une information. Quand je transfère cette information, vu le comment je le dis, je suis compris, pas compris. Il faut savoir que dans le langage, un tiers de ce que l'on dit est compris, un tiers n'est pas compris parce que les références culturelles de l'autre ne sont pas les mêmes, et un tiers parce qu'on en a trop dit. Donc je dis à toutes les entreprises, mais non, on n'est pas cher. Écrivez moins, écrivez mieux. Et réfléchissez beaucoup, beaucoup plus au fait que vous êtes en train tous d'écrire trop de textes. Voilà. Et vous voyez ici, à accident égal, comment quelqu'un qui est dans le pathos, dont nous parle si bien Aristote, eh bien raconte un accident. Vous avez même l'impression qu'il ne s'agit pas de la même chose. On dirait Zola. Il y a plein d'adjectifs. D'ailleurs, ça ne vous étonne pas. Une mère en larmes s'en prend en hurlant, un suspect terrifié, tandis que des agents de police nerveux retiennent une foule en colère devant un spectacle horrible, celui des tôles enchevêtrées. Vous remarquez que sur les personnes qui sont précises, on ne sait pas pour autant s'il y a des morts ou pas. Donc quand on me dit que quelqu'un était précis, je dis ça ne veut pas dire qu'il a été clair. Voilà. Et je pense qu'actuellement, ce qui se passe, si vous voulez, pourquoi moi je forme des 5e années en linguistique Sorbonne, pourquoi ils sont très intéressés d'avoir dans ces content rooms et ces social rooms tous ces gens qui vont faire de la philo, qui étudient la linguistique, qui sont scénaristes, eh bien parce que, effectivement, quitte à modéliser, quitte à commencer d'ordonnancer, quitte à cibler, effectivement, que mettons dans les tuyaux? Le langage. J'adore mon petit chien Prosper qui est ma mascotte, mais il n'a pas encore réussi à parler. Voyez. Donc il y a quand même quelque chose de précisément humain, particulièrement humain. Si on continue dans cette histoire particulière que l'on vit, effectivement sur le langage, très vite, eh bien, je viens de le dire, les mots possèdent des sens multiples. J'ai beaucoup fait rire chez SNCF quand j'ai raconté que Prosper descendait du train, qu'il descendait d'une grande famille, qu'il descendait une bouteille de champagne et puis qu'il descendait son frère. C'est la 4e phrase. Florence sait que c'est ma phrase culte. Il part en prison, Prosper. Donc vous voyez bien que le langage se compose, que le storytelling est sorti en 2006 par Christian Salmon, que ce n'est pas un hasard, c'est l'époque où Facebook s'impose en France. Et c'est par les tableaux que je vois tout ça. Je vois comment les choses qui ont l'air disparates sont reliées. Et je vois bien qu'effectivement, vous, entreprises et marques, vous avez besoin de créer un grand récit transversal. Vous ne pouvez pas être dans la décomposition d'un discours patchwork qui est juxtaposé sur un écosystème web qui est vraiment une babelle. Comme on l'a dit tout à l'heure en plus, le langage manie l'implicite, constamment. Hein. Vous connaissez l'histoire de Littré, bien sûr. Géril rentre, elle rentre, et effectivement son mari est avec la bonne, vous voyez. Et elle va dire « Oh, je suis surprise ». Et là, ça va vous faire rire, parce qu'il va dire « Non, nous sommes surpris, vous vous êtes étonnés ». Donc vous voyez bien que quand vous êtes vous-même en train d'écrire, dans vos entreprises, tout ce qu'il faut réfléchir. Et vous voyez bien que la grande dimension sur laquelle je suis sûre, on est d'accord avec Jean-François, c'est que le langage est émotion, que les entreprises et les marques commencent à le capter, mais qu'il est imagination. D'où Google qui va aller chercher les poètes. Alors pour terminer, je dirais le oui mais, la dernière partie, c'est que oui, l'intelligence artificielle est en train de vous aider. Oui, ça veut dire qu'il a fallu scanner, déshabiller la langue, la comprendre, et que quand on me demande ce que je fais, je réponds toujours, je continue d'apprendre le français.
Et qu'effectivement, c'est merveilleux d'avoir ces 80 000 mots dans le dictionnaire et tout ce que ça va pouvoir composer. Et qu'effectivement, on a maintenant une capacité à avoir des tâches spécifiques, spécialisées. On ne peut pas s'adapter à tous les aléas. Moi, je suis très joueuse, donc je me suis amusée à faire dérailler les chatbots. Quand on a fait l'étude, ce n'était pas toujours difficile. Il n'empêche qu'il y en a sur lesquels ça l'était beaucoup moins parce que les progrès sont très, très grands. Et en plus, vous savez quand même que je suis très sensible à cette dimension sensible. Vous savez par exemple que même à l'oral, 38% de ce que vous faites passer est dans l'intonation. 38% est dans le timbre de votre voix. Alors oui, on est en train de faire toutes ces reconnaissances vocales, mais du moment, je n'ai pas encore été charmée par Siri, voyez. Et il y a toute cette dimension qui reste à étudier, et je suis d'accord qu'il y a beaucoup à faire. Bien sûr, on peut être influencé par les fausses données. Vous avez tous suivi, je vais très vite, Tay de Microsoft, que justement des, je dirais, geeks ont fait sauter. Et tout à coup, Tay s'est mis à dire des horreurs. Donc tout à coup, Microsoft a arrêté Tay. Donc quand on vous dit que ça n'est pas au point, ça dépend. Si vous voulez travailler pour votre entreprise sur des champs spécifiques et très précis, oui, ça l'est. Alors, peut-être que ce qui est important, ces 2 dernières slides, parce que effectivement, je pourrais vous parler de tout ça pendant 3 jours, c'est qu'il n'y a pas encore de capacité créative et que ce n'est pas parce qu'on détecte les émotions humaines. Par exemple, dans les tweets, on modélise jusqu'à 50 émotions, notamment la colère, la peur, etc. Ce n'est pas parce qu'on peut les décrypter que pour autant on connaît le processus qui les produit. Et je pense que là où on sera d'accord, c'est qu'actuellement, dans tout ce que je lis, dans tout ce qu'on regarde, c'est tous les mélanges qui sont faits parce qu'on veut effrayer, parce que ça fait effectivement très science-fiction et parce que ça fait frissonner. Donc il ne faut pas se dire il n'y a rien à faire avec. J'ai essayé de dire on peut faire des choses, il y a des progrès, mais concomitamment, il faut travailler effectivement avec des philosophes, avec des penseurs, avec des experts, pas forcément avec des journalistes aussi et avec des storytellers. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et les 2 dernières slides, c'est effectivement lisez ce livre sur la chute de l'Empire humain, mais les êtres capables de pensée créative, eh bien, ça nécessiterait une vraie capacité d'imagination. Hein. Et ça, effectivement, où cela se situe-t-il ? Ça n'est pas si simple, même si on disait avec Jean-François, il en reste un, même si on disait avec Jean-François tout à l'heure, que... Alors, dernière chose aussi, c'est ça qui est très intéressant, Elon Musk a une position plus qu'ambiguë, et vous voyez qu'il dit qu'il faudrait greffer sur le cerveau des dispositifs électroniques afin de grandir les capacités cognitives et mémorielles. Oui, faudrait-il encore qu'on sache peut-être même comment le cerveau code la mémoire. Donc le trouble actuel, quand vous voyez le débat qu'il a avec Mark Zuckerberg, on a suivi ça tous les deux sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'on a tout et son contraire. Ce que j'ai essayé, moi, de vous dire, c'est qu'on se pose des questions et qu'il y a des choses qu'on a pu commencer de modéliser parce qu'on utilise le quanti et que quand on va plus loin, on aura toujours une dimension humaine et quali qui est très, très présente. Sinon, on serait amené à faire des erreurs. Mais en tout cas, on réussit à rendre plus cohérente. Actuellement, oui, on le peut, une langue signée qui sera la langue que vous devez parler, c'est-à-dire la langue qui vous ressemble. Merci. Bien. Merci beaucoup.